Il a été lui-même pilote d'avion. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Darius. Un mot d'abord sur ce qui est en train de se passer pour vous. Est-ce que c'est un tournant dans cette guerre que des avions, dont certains que vous avez pilotés, peut-être, on verra, vous étiez pilote de Rafale, pour l'instant c'est pas fait, mais pourront voler dans le ciel ukrainien? Alors forcément, oui, ça serait un tournant parce qu'à l'heure actuelle, il y a des forces au sol. Il y a maintenant, apparemment c'est acté, des chars qui vont être sur le champ de bataille. Pour avoir une armée moderne, ce qui manque, eh bien, c'est la protection aérienne. Donc des avions multirôles de préférence, comme le F-16, qui ont une capacité de frappe en profondeur si besoin, mais surtout de protection de l'espace aérien et donc de protection des troupes au sol, des chars au sol. Pierre-Henri Chuet, vous êtes pilote, vous regardez comme nous ces images, on suit presque heure par heure ce qui se passe en Ukraine. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été aux commandes d'un de ces avions? Qu'est-ce que vous auriez fait ces dernières semaines, par exemple? On a vu tout ce qui s'est passé Qu'est-ce qui était faisable? Alors, si on remonte au début de l'invasion, je pense que ce que les Ukrainiens ont fait, ils l'ont très bien fait. C'est dans un premier temps, il faut savoir reculer pour pouvoir mieux rattaquer derrière. Lors de l'invasion initiale, ils ont réussi à se délocaliser, à sauver leur matériel, à retourner un petit peu plus dans l'arrière du pays pour sauver le potentiel. Il faut réussir à pouvoir se battre sur la durée. Hein. C'est pas juste gagner une bataille aérienne, un affrontement aérien, c'est pouvoir maintenir opérationnel son armée le plus longtemps possible pour impacter le champ de bataille. Donc dans un premier temps, accepter de reculer un petit peu pour pouvoir rattaquer derrière. Et exactement comme ils font actuellement, au vu de la différence technologique entre les avions ukrainiens et les avions russes étant beaucoup plus efficaces, eh bien à l'heure actuelle, ils sont principalement utilisés, les avions ukrainiens, pour la protection de l'espace aérien plutôt à l'intérieur du pays pour intercepter les drones ou les missiles de croisière, un petit peu sur le champ de bataille, mais c'est très dangereux à cause de cette différence technologique. Donc on voit, voilà, depuis maintenant quelques semaines, que les pilotes font le mieux possible, et pas que les pilotes, hein, tous les mécaniciens, les armuriers, tout ça, pour impacter le champ de bataille. Mais voilà, à l'heure actuelle, les Ukrainiens, malheureusement, avec le matériel qu'ils ont, l'écart technologique, pour vous faire une analogie, ils sont un petit peu équipés d'armes de poing quand les Russes, avec les Sukhoi 35, sont équipés d'armes de tireurs d'élite, d'armes de sniper. Ça vous donne un petit peu l'idée du conflit en cours dans le ciel à l'instant T. Pierre-Henri Chuet, avec la livraison de ces avions, est-ce que désormais le conflit, est-ce que tout va se jouer dans le ciel ukrainien? Est-ce que le conflit de demain, il va être uniquement dans le ciel? Alors, je ne pense pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les années 80-90, on a créé une sorte de rhétorique autour de l'arme aérienne qui est merveilleuse en Occident et on a du très bon matériel, mais ce n'est pas avec des avions que vous gagnez au sol. L'avion va permettre d'appuyer les troupes au sol, de gagner en impact, d'être plus efficace, mais c'est pas grâce aux avions que les troupes au sol vont pouvoir avancer. Donc là, il faut voir combien d'avions sont livrés, quel type d'avions sont livrés, et ça fait tout son impact parce que quel est l'objectif en fait à l'heure actuelle pour les Occidentaux de livrer des avions? Si l'objectif c'est de permettre aux Ukrainiens bien d'avoir moins de missiles de croisière qui impactent Kiev, d'avoir moins de drones suicides, dans ce cas-là, il y a par exemple des Mirage 2000C qui viennent d'être retirés du service en France, qui peuvent très bien faire le job, ou des MiG-29 d'autres pays de l'Est. Si par contre l'objectif c'est de pouvoir faire reculer par rapport à la ligne de front les Russes, à ce moment-là, F-16, F-15, F-18, alors vous en avez évoqué Rafale, pourquoi pas, mais des avions beaucoup plus modernes, avec des missiles qu'on appelle shoot and forget, enfin des missiles qui vont à très longue distance, qu'on appelle les missiles Fox 3, qui eux vont pouvoir maintenir à distance les Russes. Donc fonction de l'objectif recherché, et ça c'est aux Occidentaux de décider qu'est-ce qu'ils veulent donner en fait aux Ukrainiens, et bien derrière, l'armée de l'air ukrainienne pourra jouer des cartes différentes, que ce soit la protection de son arrière-pays, l'appui aux troupes au sol, ou faire reculer physiquement les avions de chasse russes grâce à des missiles de très haute technologie. Pierre Richer, on a en plateau des gens qui étaient sur le terrain. Je recommande le fil Twitter, le vôtre, Amourski. Vous êtes souvent, on voit les armes très précisément. Vous étiez à côté des combattants. Quand vous avez un pilote d'avion, quelle est l'assistance qu'ils demanderaient, qu'ils demanderont à un pilote? Je pense qu'une fois de plus, les questions principales, c'est comment couvrir le ciel. On l'a mentionné, c'est important, pouvoir détruire des missiles. Il y a des types de missiles différents qu'on ne peut pas détruire et il y a deux solutions. C'est avoir par exemple des avions pour pouvoir protéger le ciel ou bien donner des missiles à longue distance à l'Ukraine pour qu'elle puisse directement détruire les bases d'où partent ces missiles. Et d'ailleurs, quand j'étais près de Soledar, on a vu que l'aviation ukrainienne, bien que rare, elle était en action pour pouvoir justement appuyer les arrières ukrainiens également. Tout comme c'est le cas des hélicoptères, les Mi-7 et les Mi-8. Général.
Oui, et puis tout ça, c'est un tout. Il ne faut pas oublier que ça agit alors, en liaison avec les troupes au sol, avec une bulle solaire qui doit protéger à la fois nos troupes au sol, mais également les avions, parce que le solaire, c'est l'intercepteur de l'aviation adverse également. Et donc, par contre, ces engins-là, pour percer, ils seront très importants parce qu'ils ont une capacité d'attaque au sol qui permettra de détruire, j'allais dire, les positions sur le front. Ça attaque à la fois dans la profondeur, c'est-à-dire les PC, ce que ne peut pas atteindre l'artillerie finalement classique, mais en même temps, sur la ligne de front, les points durs, ils peuvent, avec beaucoup d'efficacité et plus facilement qu'avec l'artillerie, démolir un certain nombre de choses et ouvrir le passage des chars pour permettre la rupture, parce qu'ensuite, après, il faut occuper au sol. Donc ça, c'est l'affaire des chars et de l'infanterie. Alexia. Pierre-Henri Chuet, vous êtes toujours avec nous. Peut-être deux questions. À la fois, combien il faut d'avions pour percer et quel type d'avion? Parce qu'on parle des Rafales, des Mirage 2000. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui pourrait changer la donne? Et puis, dites-nous combien il en faudrait pour que la vapeur soit renversée, justement. Je sais pas. Là, vous me parlez de percer. Si l'objectif, c'est de percer un endroit du front, je vous rappelle que le front est très très grand, eh bien à ce moment-là, il nous faut des avions de dernière génération. Alors, le F-16 peut très bien faire le travail, ou sinon des avions, le Gripen également, ou des avions de type Rafale. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est par exemple l'armée de l'air et de l'espace française, c'est près de 50 000 hommes. 50 000 hommes pour quelques centaines d'avions et quelques centaines de pilotes. Donc si on transfère des avions de chasse, il ne faut pas oublier qu'il y a les pilotes à former, mais il y a toute la chaîne de soutien derrière qu'il va falloir former également. Maintenir en état de vol ces avions-là, les préparer, c'est énormément de travail. Et plus l'avion est moderne, plus il est multimission, plus ça demande un éventail de compétences pour le pilote, mais surtout pour le personnel au sol, qui est très fort. Donc à partir de là, les Ukrainiens demandent, je crois, 2 fois 12 aéronefs, donc 24 avions. C'est vraiment le minimum pour pouvoir s'imposer, on va dire, dans une percée et protéger peut-être une avancée des chars. Si vous voulez pouvoir protéger un espace aérien de la taille de l'Ukraine, qui est, je vous rappelle, plus grand que la France, là, il faut plusieurs centaines d'avions. Et si on veut comparer avec les opérations de l'OTAN, si vous regardez ces 15 dernières années, l'OTAN a rarement participé à des grandes opérations avec moins de plusieurs centaines d'avions, voire en Irak, en 91, je crois que c'était 1050 avions, quelque chose comme ça. Patrick. Oui, moi je ne suis pas militaire, mais je rebondis sur les propos d'Alexa. Vous disiez renverser la vapeur. Alors, quelle est l'utilité de ces avions? Je n'en doute pas, mais quel est l'objectif? Est-ce qu'avec les avions, les Rafales, les avions de chasse que l'on va donner à l'Ukraine, est-ce que l'objectif c'est de pilonner des bases arrières, des positions adverses, comme disait le général, pour reconquérir les frontières d'avant le 24 février? Ou est-ce que l'objectif, avec ces avions qui sont donnés, serait au final de pouvoir reconquérir tout le Donbass, voire éventuellement la Crimée? Est-ce que techniquement c'est possible? Voilà la question. Il faut beaucoup. Si c'est techniquement possible de récupérer tout ça avec les avions de chasse, ça va dépendre du type d'avion de chasse que l'on met. Après, encore une fois, les avions de chasse, par exemple, on va prendre un exemple très simple. Le politique, on va dire le politique français, décide d'être les premiers à aider, à soutenir l'Ukraine avec... Qu'est-ce que l'on a qui puisse respecter les 3 points, à savoir éviter le risque d'escalade, un outil efficace sur le champ de bataille et ne pas mettre en danger la défense nationale? Eh bien, on aurait le Mirage 2000C. Le Mirage 2000C, ça a été retiré du service de l'armée de l'air et de l'espace en l'été dernier. On a à peu près une quinzaine d'avions. On pourrait leur transférer ces avions. Et avec ces Mirage 2000C, non, on ne pourrait pas faire de frappe dans la profondeur. Non, ça serait très difficile d'appuyer les troupes sur la frontière, mais on pourrait intercepter des drones ou des missiles de croisière dans l'arrière-pays. Donc ça, c'est possible avec une quinzaine d'avions et un délai de l'ordre d'à peu près 6 mois. Après, si on veut faire de l'offensif, là, j'ai peur qu'au niveau de ces risques d'escalade, tous ces points-là, ça soit un petit peu sujet à débat. Mais là, dans ce cas-là, il faut aller sur du F-16. Et quand on veut lancer du front comme ça, j'ai envie de dire... à moins d'une trentaine d'avions, ça va être difficile d'avoir un impact significatif. Et attention, en face, ils ont des Sukhoi 35, ils ont des missiles très efficaces également, et ils sont entraînés maintenant, ça fait plus d'1 an qu'ils ont quand même des victoires aériennes face aux Ukrainiens. Donc il ne faut pas sous-estimer la chasse russe, que l'on n'a pas beaucoup vue ces derniers temps, mais qui n'a pas l'air de trop douter, parce qu'apparemment, ils ont décidé de livrer des Sukhoi 35 aux Iraniens, donc c'est qu'ils n'estiment
peut-être ne pas en avoir besoin dans les 6 mois ou dans la prochaine année de cette trentaine d'avions qui s'apprêtent à vendre à l'export. Pierre Richuet, tout le monde veut poser des questions quand on est un pilote, c'est un classique. Alors, s'il vous plaît, question courte, réponse courte. Si je comprends bien, d'abord les avions qui percent et après les chars arrivent. Si les chars arrivent dans quelques mois, est-ce qu'avec ces avions, on ne met pas la charrue avant les bœufs? Alors, il y a une inertie pour la montée en compétence à la fois du personnel et du personnel pilote, mais également du personnel au sol. Et il y a un troisième point à prendre en compte, qui a d'ailleurs été déclaré par le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne vendredi dernier, c'est que les Ukrainiens ont conscience que leurs bases ne sont pas en très bon état et les avions occidentaux sont beaucoup plus fragiles au sol que les avions d'origine soviétique. Donc il faut qu'ils remettent en état les bases de manière à ce que des F-16 ou des Mirage 2000 ne soient pas détruits au sol par des morceaux de taxiway en fait, qui seraient de béton qui seraient ingérés par le réacteur. Donc il y a un gros travail de fond et dans tous les cas, il ne peut pas honnêtement se passer grand-chose avant 3 à 6 mois. Pierre-Henri, merci beaucoup. Un mot encore, un chiffre, parce qu'il y avait le débat tout à l'heure sur le prix d'un Rafale. Est-ce que c'est 50 millions, 100 millions? Vous avez commandé cette machine? Alors ça dépend si on prend le chauffage au niveau du fauteuil ou pas, mais avec la bonne finition, on est autour des 80-100 millions d'euros. Ah, merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité. C'était passionnant de vous entendre. Vous reviendrez parce que, hélas ou heureusement, la guerre, cet aspect-là va continuer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Et je recommande votre livre Au-delà du cockpit. Merci beaucoup, Pierre-Henri. Até-Chuet. Pourquoi Até? C'est votre surnom? Pourquoi Até? C'est mon indicatif radio et j'ai le rhume des foins. Até-Chuet, Até-Souhait. On ne choisit pas, mais il y a très joli, bravo. Applaudissements. Merci Até. Allez, à vos souhaits et merci beaucoup et bonne chance et à bientôt. Les choses vont très vite puisque ce soir déjà, Volodymyr Zelensky continue. On parlait tout à l'heure de cette liste de courses tellement impressionnante en matière d'avions. Il a encore de nouvelles demandes. Écoutez-le. Le Donbass, la région de Kharkiv, le sud du pays. Il aurait été possible d'arrêter cette terreur russe si nous pouvions